Quelles sont les questions qu'on te pose le plus quand tu es au volant d'un car et que tu assures un service scolaire et parfois même de lignes régulières? C'est l'objet de ce podcast et je vais essayer dans celui-ci de lier les questions que moi je me posais en tant qu'enfant quand je prenais l'autocar en passager et les questions qui sont le plus souvent posées par des scolaires en grande majorité. Et ça va peut-être te rappeler certains souvenirs parce que je sais que sur cette chaîne, il y a aussi quelques conducteurs et conductrices qui la suivent. Et je pense que ça peut aussi te donner des idées ou te rappeler des anecdotes sur des services. Alors pour commencer, je vais te donner quelques infos sur des anecdotes qui me sont arrivées en tant que conducteur. Alors là, c'était quand j'assurais des services scolaires. En ligne régulière, c'est arrivé un petit peu, mais ça reste quand même assez marginal, c'est-à-dire que ça arrive quand même le plus souvent en service scolaire, notamment à la rentrée, parce qu'à la rentrée, tu as des nouveaux, donc les sixièmes surtout, qui commencent à prendre le quart, et tu vois aussi la différence d'évolution entre des personnes qui arrivent par exemple en sixième, qui posent plein de questions, qui sont assez, même des fois assez imaginatifs. Et tu vois aussi l'évolution, c'est-à-dire que par exemple en sixième, cinquième, ils vont être intéressés, ils vont poser plein de questions, ils vont être curieux, ils vont donner des idées, et après progressivement, tu vois que ça passe, l'intérêt est moins grand, ou l'imagination surtout, l'imagination des enfants est moins grande quand ils basculent plus à l'adolescence. Et c'est assez marquant quand tu assures des transports scolaires. Et surtout, je trouve le basculement se fait entre la cinquième et la quatrième. Et après, ça se ressent aussi, je crois que j'en avais déjà parlé, sur l'évolution des places à bord du car, sixième, cinquième. Même si c'est moins vrai aujourd'hui, je trouve. Mais à une époque, c'était vraiment marquant. Sixième, cinquième, ils étaient plus placés à l'avant de l'autocar. Et par contre, les troisième, quatrième, ils étaient plus sur la deuxième partie, donc plus au fond. Alors l'objet de ce podcast, donc ça va être les questions qu'on a le plus quand on est conducteur par les clients qu'on transporte. Alors en ce moment en tout cas, le plus de questions que j'ai eues de mon côté, ça va être sur l'éthylotest, parce qu'ils voient un appareil, souvent nous on le positionne assez en évidence, puisqu'il est, alors ça dépend des véhicules, mais en grande majorité, il est positionné sur le montant qu'il y a donc à ta gauche quand tu es au volant, le montant qu'il y a, on met tout simplement le support d'attache pour pouvoir fixer après l'éthylotest. Et souvent, comme il est visible, les enfants demandent tiens, à quoi ça sert ce système-là? C'est assez curieux. Et donc on leur explique que c'est tout simplement un appareil qui détecte la présence d'alcool à l'aide de, enfin quand toi tu souffles dans l'appareil, et que si le taux, il détecte qu'il y a un taux d'alcoolémie trop important par rapport à la réglementation, tu peux tout simplement pas démarrer l'autocar. Alors ça, c'est la question numéro 1. Et quand je reviens un peu en arrière, notamment dans les années, on va dire, avant 2020, il y avait, enfin même aujourd'hui, mais c'était surtout marquant quand on a commencé à déployer le système en service scolaire, c'est le SAEIV. Parce que actuellement, en tout cas, on a un écran assez grand qui lance une application, et les enfants voient que ça bouge parce que déjà quand on arrive au premier arrêt ou au dernier arrêt, on fait une manipulation pour démarrer la mission, la terminer, et après ils voient aussi qu'il y a un défilement avec à la fois l'horaire réel, les arrêts, le prochain arrêt, et aussi des avances-retards avec des couleurs. Donc ça intéresse aussi beaucoup les usagers de savoir à quoi sert ce système. Et je me souviens d'une anecdote d'un enfant sur le circuit de Landéda-Plage, donc la 2013B, si tu connais, qui était tellement intéressé que j'avais été un peu plus loin, parce qu'à l'époque, sur ce circuit, c'était un peu particulier. Il y en a certains comme ça, on passait 2 fois devant un arrêt, et on le faisait seulement au deuxième passage. Pourquoi? Parce que on fait une boucle pour aller jusqu'à un parking qu'on appelle nous le parking de Fort Saison, parce qu'il y a le Fort Saison juste en face, c'est en bord de mer.
et on fait une boucle sans faire de marche arrière pour revenir sur nos pas. Et l'arrêt Kermangui, à l'époque, parce qu'aujourd'hui il n'existe pas, on le faisait au deuxième passage. Et je lui ai expliqué que pour que le système puisse détecter l'arrêt seulement au deuxième passage, j'avais réglé ce qu'on appelle un cap, une direction, pour que quand le véhicule est positionné dans le sens retour, c'est-à-dire que quand tu revenais en direction de Poulcansot, si tu veux, il détecte l'arrêt Kermangui. Donc il y avait cette petite subtilité, et je trouvais ça assez incroyable que des enfants étaient vraiment intéressés et qui comprenaient aussi très vite pour quelles raisons il y avait des choses à régler, notamment au niveau du cap. Et je leur expliquais exactement aussi comment ça fonctionnait pour la création des arrêts, les coordonnées GPS. Bon, après, c'était un peu technique, mais j'étais assez bluffé des fois par des enfants qui s'intéressaient, qui comprenaient très vite et qui trouvaient l'outil vraiment intéressant. Alors forcément, aujourd'hui, c'est devenu pour nous indispensable et on peut, j'irais presque plus s'en passer. Même moi, quand je fais un circuit scolaire, ça peut arriver que, par exemple, je prenne un véhicule exceptionnellement. Donc ça, c'est souvent les Axer qui sont de réserve et qui ne sont pas équipés. Je ne suis pas forcément aussi à l'aise que si j'avais le système, notamment au niveau des horaires, parce qu'avec les horaires, c'est quand même pratique de savoir si tu es en avance, si tu es en retard. Enfin, en général, quand tu pars vraiment à l'heure, après, ça colle bien. Mais c'est juste par rapport à l'horaire et surtout aux arrêts, parce que les circuits ils évoluent tous les ans. Alors, pas tous les circuits, mais certains évoluent. Et c'est vrai que c'est quand même un confort d'avoir tous les arrêts, parce que tu sais que tu vas louper aucun arrêt, parce que le système te donne exactement toutes les infos de ton trajet. Alors après, une question aussi qui revenait souvent à l'époque, alors un peu moins maintenant, c'était assez lié, si tu veux, au ralentisseur. Parce que les enfants voyaient qu'on utilisait une manette, alors souvent c'était côté droit, bon sur certains cars c'était côté gauche, mais souvent c'était sur nos véhicules côté droit, et souvent ils se posaient la question, tiens c'est quoi cette manette, à quoi elle sert? Donc on l'expliquait à la personne, donc c'était une question aussi qui revenait assez souvent. Et je vais faire le lien maintenant avec moi ce que je voyais en tant qu'enfant et les questions que je me posais aussi, que d'ailleurs je posais au conducteur. Et je vais te donner ici aussi, enfin c'est là que tu vas te rendre compte de la différence entre maintenant et avant, parce qu'il y a eu une sacrée évolution aussi au niveau des véhicules, parce que à l'époque déjà il n'y avait pas du tout de système d'éthylotest, ça c'est sûr, il n'y avait pas de système de SEIV, il n'y avait pas de girouette, tout ça, ça n'existait pas. Et moi ce qui me frappait, c'était vraiment sur le poste de conduite et sur comment ça réagissait aussi. Donc par exemple, il y avait des véhicules, j'étais impressionné, par exemple le 2282, je me souviens très bien de ce véhicule, c'était très marquant. Quand tu freinais, donc quand tu appuyais sur la pédale de frein et que tu la relâchais, il y avait un bruit assez atypique. Donc quand il y avait en fait un relâchement de l'air, et c'était vraiment spécifique à ce véhicule-là, donc un bruit particulier d'air quand tu donc enfonçais la pédale de frein et que tu la relâchais. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce car, il avait un bruit assez atypique, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, sur ce type de véhicule. Alors, c'était le seul à faire enfin, pas autant de bruit, mais un bruit aussi spécifique que par rapport aux autres, même si les autres, après, en fonction des véhicules, faisaient un bruit spécifique. Par exemple, tu vois, il y a un autre véhicule quand même qui est plus récent, qui fait un petit peu de bruit aussi, et un bruit particulier. Ce sont les Axer. Les Axer, c'est pareil, quand tu lâches la pédale, par contre là, il faut vraiment la relâcher doucement, t'entends un bruit particulier qui est vraiment spécifique, je trouve, aux Axer. Et après, moi, ce que je voyais aussi, c'était beaucoup... Alors, ça n'existe plus aujourd'hui, en tout cas, moi, j'en vois plus. Alors, peut-être que ça existe dans les véhicules de poids lourds marchandises. Ce sont les ralentisseurs sur échappement. Ça aussi, c'était vraiment marquant. Donc, tu avais une pédale qui était située juste à proximité de ta pédale d'embrayage. Parce que oui, parenthèse aussi, à cette époque-là, il n'y avait pas de véhicule en boîte robotisée ou boîte automatique. Hein. C'était que des boîtes mécaniques. Et donc, à côté de la pédale d'embrayage, tu avais une pédale. Et cette pédale, elle servait tout simplement à faire ralentir légèrement, hein, pas beaucoup, mais légèrement le véhicule. Et en plus de ça,
avec certains véhicules, surtout les Cetra, je me souviens, les 215 UL, les 215 HR, quand tu arrivais et que tu voulais couper ton moteur, tu appuyais sur cette pédale qui faisait en fait caler le véhicule en quelque sorte, donc ça permettait de couper le moteur. Donc il y avait des petites spécificités. Et moi, je sais que à l'époque aussi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment ces bruits d'air. Donc parce que en fait, quand tu regardes le fonctionnement d'un autocar, c'est vrai que tu as l'utilisation d'un système de bouteille d'air pour beaucoup de choses, donc pour le freinage, mais aussi pour... en tout cas, moi, je me souviens, tu avais un bruit spécifique aussi en fonction des véhicules sur l'ouverture et la fermeture des portes, donc il fonctionne aussi avec de l'air. Et après, des bruits un peu particuliers aussi, je me souviens avec notamment le 6753 SX29, tu avais un bruit d'air aussi quand tu mettais le ralentisseur. C'était vraiment particulier, tu avais une manette ralentisseur sur la droite, et quand tu descendais justement cette manette, il y avait un petit bruit d'air sur l'avant, c'était assez particulier. Alors ce ralentisseur, c'était pas un ralentisseur électrique, pour moi c'était un ralentisseur hydraulique, mais pas de rapport pour moi en tout cas avec de l'air, hein. Ça fonctionnait avec de l'huile, qui était vraiment particulier. Mais par contre tu vois, pour faire la différence aussi avec les deux types de ralentisseurs qui existaient, c'est-à-dire hydraulique et électrique, la grosse différence je trouvais en tant que voyageur, hein, c'est que l'hydraulique était beaucoup plus souple, le ralenti était beaucoup plus fluide par rapport au ralentisseur électrique qui était un peu plus cassant. Il y a vraiment une sacrée différence. Sauf que une chose que je me suis aperçu quand j'ai commencé à conduire, c'est que quand tu commences à utiliser ton ralentisseur hydraulique à froid, il ne fonctionne quasiment pas. Donc il faut être vigilant. Donc l'électrique pour ça il est bien, c'est qu'il va fonctionner de la même façon que ton véhicule soit froid ou soit chaud. Par contre, pour le ralentisseur hydraulique, il faut être vigilant parce que quand ton véhicule est froid, il va pas fonctionner, peut-être un petit peu, mais voilà, il faut vraiment que le véhicule soit chaud pour qu'il soit efficace. Et après, là, c'est des choses assez classiques. En tout cas, moi, en tant qu'enfant, je regardais beaucoup. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était aussi tout ce qui est luminosité du tableau de bord. Il y avait vraiment une sacrée différence entre les types de véhicules. Par exemple, je reprends toujours les fameux S215 HR. Alors, est-ce qu'il y avait ça sur les UL? Non, il n'y avait pas ça sur les UL, mais ce qui me plaisait bien aussi sur les 215 HR, c'est que tu avais un système, souvent c'était une lumière verte ou des fois bleue, qui éclairait tout ton tableau de bord. Donc juste au-dessus, si tu veux, donc sur la partie supérieure des plastiques. Donc en dessous, tous les boutons, parce qu'à un moment donné, tu as un endroit où tu as toutes les touches, tous les boutons, si tu veux, pour par exemple activer l'éclairage intérieur des passagers, activer la climatisation, etc. etc. Et bien juste au-dessus de ça, tu avais toute une bande, donc ça c'était spécifique au 215 HR, avec un éclairage qui était soit bleu ou soit vert. Moi j'ai connu beaucoup en vert, hein, mais j'en ai vu certains, je me rappelle le 926 par exemple, c'était une couleur bleue. Donc c'était assez atypique, ça rendait aussi le tableau de bord vraiment joli de nuit, je trouvais ça sympa. Et une autre particularité aussi que j'appréciais, c'était les contrôlographes, parce qu'aujourd'hui, les contrôlographes, ça fonctionne avec une carte, hein, c'est ce qu'on appelle du contrôlographe numérique, alors qu'avant c'était différent, puisque tu ouvrais un boîtier, donc c'était analogique, et tu mettais un disque, et les boîtiers justement, ils étaient différents des fois en fonction des véhicules, et j'aimais bien voir la différence aussi des compteurs de vitesse par rapport justement à ton contrôlographe. C'était assez marquant. J'aimais en particulier celui qui était assez simple, du 67-53. Et après, par contre, un peu plus dans le détail, les contrôlographes plus récents sur des véhicules comme par exemple le 2282, le 2094 ou le 5036. C'était encore différent. Et après, une dernière chose aussi qui m'interrogeait quand j'étais enfant, c'était c'était plutôt sur les 215 HR qui faisaient du tourisme. Bon, HR après, c'était les véhicules qui faisaient du tourisme. C'était une manette qui avait juste au-dessus du ralentisseur. Alors sur ces véhicules, c'était des ralentisseurs électriques. Je me rappelle par exemple sur le
5036, sur le 2282, sur le 2094, tu avais une manette juste au-dessus du ralentisseur. Et je me posais la question de ça, à quoi ça sert ça? Et je me suis aperçu tout simplement en partant en voyage avec le 2094, là en tant que passager je précise, que cette manette elle servait à activer ou désactiver ton régulateur de vitesse. Donc ça c'était une manette qui n'équipait pas tous les véhicules, hein, parce que les ralentisseurs à l'époque, sur certains véhicules, ça n'existait pas. En tout cas sur certains 215 HR. Et après, quand il y a eu une nouvelle génération en quelque sorte de 215 HR, cette manette a facilité grandement, c'est clair, la vie des conducteurs qui faisaient de l'autoroute, parce qu'il y avait juste à activer quand tu étais par exemple à une vitesse qui te plaisait, que tu voulais bloquer, tu avais juste à activer la manette pour pouvoir bloquer ta vitesse. Donc c'était plutôt bien. Donc je pense qu'on a fait le tour des particularités un peu, et puis surtout du lien qu'on peut avoir avec nos passagers. Alors il y a aussi des fois des adultes, ça arrive, c'est quand même très rare, hein. C'est beaucoup les enfants, mais il y a aussi des adultes des fois qui posent des questions, qui sont aussi intéressés. Alors par contre ça va pas être les mêmes types de questions, mais en tout cas moi ça m'est déjà arrivé des personnes qui peuvent être intéressées par ce métier de conducteur d'autocar, et puis même pas pour forcément être conducteur, mais parce qu'ils s'intéressent à l'organisation. Ça peut être aussi sur tout simplement sur des sujets autres que le parc véhicule. Ça peut être tout simplement sur les lignes aussi, les spécificités des lignes régulières, les nombres d'allers-retours qu'on peut avoir, si ces lignes par exemple ont une bonne fréquentation. Donc voilà. Après par contre, je trouve que les questions qu'on peut avoir des adultes, ça vient surtout des personnes qui soit commencent à prendre le car, ou soit des adultes qui peuvent être là plus en tant que touristes, par exemple, qui prennent le car juste parce qu'ils sont en voyage et qu'ils ont besoin de se déplacer, par exemple, de la gare de Brest jusqu'à, mettons, Plouguerneau. Donc voilà, ça reste quand même assez limité, mais ça arrive de temps en temps que des personnes s'intéressent aussi à notre quotidien. Et puis voilà, je pense que c'est tout, et on se dit donc à demain pour la prochaine vidéo, le prochain podcast. Et puis je te souhaite en tout cas une bonne route comme d'habitude, un bon voyage dans les services de réseau transport, et puis on se retrouve la prochaine vidéo. Allez, Kenavo!